Bonjour, mon nom est Daniel Janton, j'ai 67 ans. Je suis à la fin de ma vie professionnelle, enfin, je m'en approche à pas de géant. J'ai commencé ma vie professionnelle comme chercheur, ensuite comme fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et finalement comme cadre et dirigeant d'entreprise avant il y a environ maintenant une petite vingtaine d'années, de me lancer dans l'enseignement et dans le conseil. Voilà, donc je fais partie de la faculté adjointe d'HEC. Et à ce titre, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, puisque je travaille dans le domaine de la formation continue. Et les gens qui sont dans nos classes sont des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des cadres dirigeants. Voilà, et donc je regarde tout ce qui se passe, et notamment depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je trouve que le moment est venu de faire part de l'analyse que je fais de ces faits. Voilà, alors que nous est-il arrivé? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre et qu'est-ce qu'on peut en retirer? Alors, bien sûr, je regarde tout ça avec un œil critique. Euh, J'essaye d'expliquer parce que bon, ma formation de biologiste, d'agronome au départ veut ça. On regarde les choses et puis on essaie de comprendre pourquoi elles arrivent. Alors, j'ai fait des constats, j'ai fait des observations, d'abord sur les entreprises où travaillent les gens, et puis après sur les gens en général dans leur environnement et dans leur vie. Alors, sur les entreprises, qu'est-ce que j'ai vu depuis de nombreuses années? Qu'est-ce que j'ai vu se développer depuis pratiquement le début de ma vie professionnelle, qui remonte au milieu des années 70? Alors d'abord, j'ai vu que malgré la pseudo-révolution de 1968, on a consommé à vouloir vendre, à inciter à consommer de plus en plus, vendre encore. Hein, les abords des villes sont devenus horribles avec ces énormes panneaux publicitaires qui appellent les gens à acheter. On fait des promos partout et puis on vend des trucs qui ne servent pas à grand-chose. Là, j'ai mis une image de souffleur. Avant, il y avait des balais de paille de riz qui faisaient tout aussi bien le travail. Vendre, vendre et vendre encore. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, on a voulu vendre de manière de plus en plus rentable. Et pour ça, on s'est mis à asservir la nature, à asservir les animaux, éventuellement les êtres humains. Je mets ici une image de feedlot américain en Californie. Là, on a des exploitations de gaz de schiste. Quelque part, on a ici un chantier de démantèlement de vieux navires, et puis on a l'exploitation de la forêt coloniale, le tout dans des conditions absolument épouvantables. Et ça, c'est relativement récent, ça a 40 ans, 50 ans. Et puis, il y a aussi une chose que j'ai remarquée, c'est que tout devient marchand, tout se vend maintenant. Hein, même la terre agricole commence à devenir un bien de spéculation. Des grandes entreprises financières s'intéressent à la terre agricole. Donc, finalement, l'agriculture paysanne va succomber à cette mode et les agriculteurs deviendront des salariés de grandes entreprises qui décideront ce qu'on produit sur les terres pour alimenter des grandes spéculations internationales. La sécurité aussi est devenue marchande, la formation, la recherche est devenue marchande, et je ne parle pas de tout ce qui est santé publique, tout devient marchand, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, bien entendu, on a la fameuse globalisation dont on a commencé à parler dans les années 90. Alors, la globalisation, vous voyez ici la belle globalisation, le Sénégal. Le Sénégal, eh bien, on importe du riz, qui est la céréale qui nourrit 90% de, de la diète sénégalaise. Et ce riz-là est importé. Il est importé et vous avez là des gens qui distribuent du riz importé. Les agriculteurs du coin ne peuvent pas produire ce riz-là au même prix, puisqu'en fait, pour une grande partie de ce riz, il s'agit de dons alimentaires, si bien que les paysans migrent vers les villes, dans des bidonvilles. La globalisation, c'est aussi
la déforestation, les champs à perte de vue de production de soja pour nourrir, bien entendu, des poulets dans des batteries qui vont finalement venir gaver les Occidentaux, les Américains du Nord, etc., avec cette viande à bon marché qu'ils consomment à foison. La globalisation, c'est aussi la globalisation d'aller rechercher le travail là où on le paye le moins, hein, et on travaille d'ailleurs dans des conditions épouvantables. C'est ça la globalisation. Donc, on a vu arriver ça dans les années 90, bien même avant, et là, on recherche vraiment ce moindre coût. Alors, bien entendu, il y a des nouveaux modèles, hein. On dit tout ça, c'est très, très innovant, hein. Et pour ça, l'économie du partage, par exemple, ben oui, c'est vrai. Au départ, c'est un service plébiscité par tous, hein. J'ai une voiture, je ne travaille pas l'après-midi, dans mon job normal, eh bien, je peux me faire un peu d'argent en allant faire profiter de ma voiture et de mes heures les gens qui veulent se déplacer. Voilà. Et puis, la même chose, je suis étudiant, je peux aller livrer 3-4 trucs. Mais finalement, tout ça se spécialise beaucoup, hein, et globalement, on en arrive à la création de business avec un partage extrêmement déséquilibré du risque et du profit, hein. Par exemple, à Paris, vous avez des gens qui euh, commencent à employer des travailleurs non déclarés, qui n'ont d'ailleurs pas de papier, hein, auxquels ils sous-traitent des livraisons de repas. Voilà donc quelque chose qui est complètement déshumanisé. Ce que je vois aussi dans le business, c'est la recherche de la domination, la recherche de l'oligopole, la recherche du monopole, hein. On a ça avec Amazon. Amazon, actuellement, pendant cette pandémie, Amazon fait aux États-Unis, je ne sais plus combien, 40 ou 50% du commerce global des États-Unis, ce qui est absolument énorme, hein. Et donc, on va rechercher des monopoles. Google veut le monopole des moteurs de recherche, hein. Tout ça, bien entendu, hein, pour arriver, bien entendu, à la rente. Alors, la rente, c'est quoi? On se rend compte qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui, lorsqu'elles ont atteint une certaine taille, ont des marques très, très fortes, hein, et dans ce cas-là, eh bien, commencent à franchiser les marques, c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus le risque du personnel, ils ne prennent plus le risque commercial, ils ont simplement une rente qui leur tombe tous les mois. Vous avez ça aussi dans l'immobilier, vous avez des chaînes d'hôtels, par exemple, où il va y avoir des propriétaires du foncier, hein, et ensuite tout ça va être franchisé avec des marques fortes, hein, qui vont être franchisées à des gens qui, eux, vont devoir prendre le risque du personnel, etc., etc., hein. Et ça, c'est ce que vous avez avec plein de grandes marques internationales, hein. Et tout ça est très, très bien décrit dans un livre qu'a commis Madame Naomi Klein il y a quelques années, qui s'appelle No Logo, hein, qui est un truc sur la tyrannie des marques. On comprend très, très bien ce qui se passe actuellement. De la même manière, on recherche à faire des volumes, hein. Le meilleur exemple, c'est l'obsolescence programmée, hein. Samsung, Apple ont eu des problèmes avec la justice pour ça, hein. Et comme M. Gueluc le dit avec beaucoup d'humour, hein, voilà, mon calendrier à la fin de l'année, il ne marche plus, hein. Et puis, bien entendu, on recherche aussi le profit maximum et à tout prix, hein, avec la tricherie. Bon, le numéro 1 de l'automobile mondial de l'automobile, il y a quelques années, a quand même été pris dans un scandale absolument énorme sur la tricherie par rapport aux normes internationales sur les moteurs diesel. Et puis aussi, c'est quelque chose qui est apparu là dans les années 90, début des années 90, le temps court, hein. Il faut faire cracher les entreprises rapidement, rapidement, avec ce fameux ROCE, Return on Employed Capital, hein, ou Capital Employed supérieur à 15%. Ça vient d'où? On n'en sait rien, mais c'est quelque chose qui était exigé par tous les actionnaires, hein. Et finalement, on en arrive aussi à ce que la finance devienne
créatrice de valeur pour les seuls financiers. Les financiers, ils sont payés à la com, donc au lieu de faire une transaction toutes les 10 minutes, ils arrivent à faire 100, 200, 300, 3000 transactions à la seconde grâce à l'informatique. Donc en fait, tout ça est devenu un jeu qui n'a plus véritablement de sens. Et puis aussi, on recherche le profit par tous les moyens. On recherche le profit, là, c'est les subprimes, qui était quand même un truc absolument détestable, qui a été fort bien expliqué dans un livre du prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, Le triomphe de la cupidité. La recherche du profit par tous les moyens. Et puis aussi en termes de management, ce qu'on voulait, c'est qu'on ait des gens qui exécutent rapidement sans réfléchir. On a appelé ça véritablement la recherche de l'efficience, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez des gens qui exécutent, et puis en haut, vous avez des gens qui pensent et qui organisent le boulot. Par ailleurs, on demande à ces managers de tout mettre en œuvre pour ne surtout pas avoir la tentation de pactiser avec les salariés de l'entreprise. Il ne faut surtout pas avoir la tentation de s'en faire des alliés. C'est bien entendu pas leurs intérêts qu'on doit défendre, c'est les intérêts des actionnaires. Alors pour ça, on invente des choses avec des rémunérations complètement folles, des stock options, des welcome packs, des golden parachutes, on leur organise de l'évasion fiscale, etc. Tout ça pour leur dire attention, ne pactisez pas avec les salariés, restez bien là pour produire de la valeur pour les actionnaires. Je me souviens dans mon jeune temps, c'était dans la fin des années 80, dans une réunion, à l'époque ça s'appelait le CNPF, du nord de la France. J'étais tombé sur un dirigeant d'entreprise chrétien, un homme qui m'avait beaucoup impressionné et qui m'avait dit « Dis donc, Janton, tu gagnes combien, toi ?» Et donc, je lui ai donné mon salaire. Il me dit « Ça fait combien de fois le salaire le plus bas de ton entreprise ?» Je lui dis « Ça doit faire quelque chose comme 12 fois le salaire le plus bas de l'entreprise. » Il me dit « Bon, ça va, 14, c'est le maximum. » Voilà, aujourd'hui, on en est quand même très, très loin. Et puis aussi, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et là, il y a un auteur qu'il faut absolument lire qui s'appelle Roland Gori, qui est un psychanalyste qui s'intéresse, psychiatre je crois aussi, qui s'intéresse beaucoup à l'entreprise et qui a travaillé sur le langage. Il a écrit un livre qui est très, très intéressant sur la réflexion. Roland Gori, c'est vraiment un homme, la dignité de penser s'appelle son ouvrage. C'est un homme qui éveille nos consciences à ça. Et alors ici, je reprends un texte de l'espèce de sabir qu'on entend maintenant dans les entreprises. Tout le monde emploie des mots qui sont très vides de sens, ou quand ils ont un sens, c'est un tout petit sens, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Et en fait, tout ça, ça raccourcit la pensée propre. Et c'est amené à l'annihiler, cette espèce de globish dont c'est un anglais global de 500-600 mots et qui ferait rougir les grands auteurs, Lord Byron, Shakespeare, etc., qui ne reconnaîtraient pas leur anglais. C'est quelque chose d'une pauvreté insigne. Voilà. Et puis, finalement, on en arrive toujours à faire du business as usual, only cheaper. Donc, avec, bien entendu, 3 variables d'ajustement, les fournisseurs, les salariés, et puis la protection de l'environnement. Et l'autre jour, j'ai été extrêmement choqué d'entendre le MEDEF français demander, pour la sortie de crise, comme ils disent, de demander un allègement de toutes les obligations vis-à-vis de la protection de l'environnement. C'est pour moi dramatique qu'on demande ça. Voilà. Alors finalement, quand on regarde tout ça, on n'est vraiment pas étonné que beaucoup de gens considèrent l'entreprise comme une association lucrative sans but, qui est une plaisanterie que j'ai empruntée à un de mes camarades de l'IHEDN il y a quelques années. J'avais trouvé ça très drôle, mais finalement, ça veut dire quelque chose quand même. Voilà. Et donc, l'Institut Gallup, qui est connu mondialement, fait des enquêtes depuis maintenant bien une bonne vingtaine d'années dans
d'un grand nombre d'entreprises et dans un grand nombre de pays dans le monde. Et là, ce sont des résultats qui sont un peu anciens, certes, c'est 2015. On arrive à ça, c'est-à-dire que dans les entreprises, globalement, on se rend compte qu'il y a 20% de saboteurs, c'est-à-dire des gens qui dépensent leur énergie à lutter contre l'entreprise. Ensuite, vous allez déconnecter, c'est ceux qui font tout juste leur boulot, mais qui, globalement, ne sont pas très intéressés par ce qu'ils font. Il y a des engagés, c'est les gens, pour eux, l'entreprise est quelque chose d'important et ils y mettent de l'énergie. Et puis, il y a les inspirés, pour eux, l'entreprise, c'est tout. Et quand on montre ça à des dirigeants aujourd'hui, dans les salles d'HEC par exemple, les gens regardent ça avec des grands yeux. Et puis, au bout de quelques minutes, ils disent ouais, finalement, ben oui, c'est un peu ça. Oui, oui, c'est un peu ça. C'est des choses que l'on reconnaît. Maintenant, je voudrais faire quelques constats, quelques observations sur les gens eux-mêmes. Sur les citoyens, les individus, etc. Alors, voilà, je les appelle Homo sapiens. Voilà. Homo sapiens, c'est la planète. Qu'est-ce qu'on a fait de notre planète? Voilà, on a mis du plastique dans la mer, on fait des tas d'ordures absolument colossaux, on climatise tout ce que l'on sait parce qu'on ne veut plus construire selon des règles architecturales simples. Les eaux montent. Alors là, vous avez une photo du Bangladesh, donc c'est des eaux douces. Et puis ici, vous avez les eaux qui montent, la mer qui monte et qui va attaquer les infrastructures récemment construites. Et puis vous avez la famine, la progression du désert, la désertification de l'Afrique, la disparition de l'agriculture, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, ça c'est Homo sapiens, c'est la planète. Et je vous laisse lire ce dessin de Monsieur Gors qui est très drôle. Voilà, c'est finalement... est-ce qu'on va véritablement laisser des générations futures à nos merdes, comme il dit d'une manière assez drôle, je trouve. Voilà. Et puis ensuite, il y a Homo sapiens, c'est la valeur des biens et des services. Beaucoup de choses ont perdu de leur valeur. Ici, par exemple, vous avez l'offre absolument gigantesque de l'hyperconsommation, c'est-à-dire que les choses n'ont plus aucune valeur. On achète n'importe quand, le jour, la nuit, on paye à distance. Il y a des promos tout le temps, il y a des promos sur des promos sur des promos. On ne sait même plus quel est le prix normal des produits. Et puis, il y a des fonctions, comme par exemple, ici, je montre une dame qui fait du service à la personne. Eh bien ça, la pandémie actuelle a réveillé un peu les consciences, mais jusqu'à présent, tous ces gens-là, on acceptait de les payer au SMIC moins quelque chose. Vous avez aussi les voyages. Là, j'ai mis la photo d'une jeune dame qui se fait un selfie devant le Colisée de Rome. Voilà, on fait un aller-retour dans la journée pour prendre un selfie devant Rome parce que de toute façon, avec les low cost, ça coûte pas très cher d'y aller. Et puis, là-bas, on prend un repas très rapidement dans une chaîne internationale où on va manger des, des ailerons de poulet ou un sandwich avec un sandwich hamburger. Voilà. Et puis, vous avez des fonctions aussi qui ont complètement perdu de leur prestige. Là, j'ai mis la photo d'un instituteur. Un instituteur, c'est quelqu'un dont on ne se rend pas plus tellement compte de la valeur. Là, dans la crise et dans le confinement, les gens se sont un peu réveillés. Homo sapiens, c'est son territoire. Homo sapiens, c'est son territoire. Voilà, on l'a parqué dans des résidences à 50 km de leur lieu de travail. On y va avec la voiture, on y va avec le train, tout ça, embouteillage, 1h30 de trajet le matin, 1h30 de trajet le soir. Ça, c'est pour les grandes métropoles. Mais dans les campagnes, c'est un peu la même chose. Et puis, donc, ça fait que les campagnes, globalement, elles meurent. Voilà. Les centres-villes se meurent. Et puis, à côté de ça, eh bien, on a des projets comme celui d'Eurocity, qui était un projet absolument immense, qui aliénait des centaines d'hectares de meilleures terres agricoles au nord de Paris. Bon, pour l'instant, il semblerait qu'il soit arrêté. Mais voilà, ça c'était. On est devenu fou sur notre territoire. La culture aussi, c'est un vrai projet. Voilà, donc on a la culture globale, les marques globales, tout est complètement global, c'est industrialisé. Et puis aussi, il y a une deuxième type de culture qui sont les déclarations universelles des droits de l'homme. On a aussi les religions, etc., etc. Et quand on est tenant d'une culture comme ça, on essaye de l'imposer aux autres. Et déjà, Monsieur Lévi-Strauss
il y a pas mal d'années, hein, notamment dans son ouvrage Triste Tropique, disait quelque part, vous nous emmerdez avec votre universalité, laissez les gens vivre avec leur culture, essayez de vous intéresser à leur culture et ne leur imposez pas la vôtre. Hein. Voilà. Homo sapiens, c'est les autres. Hein. Voilà, l'immigration, il y a eu des migrations tout le temps. Il y a eu des migrations tout le temps. Hein, là, ici, vous avez dans le schéma de gauche, vous avez les migrations des Juifs au XXe siècle, au début du XXe siècle. Voilà, dans la première moitié du XXe siècle, avant, bien entendu, le régime nazi, mais après, pendant le régime nazi aussi. Et puis, dans la carte de droite, vous avez globalement les grandes migrations en ce moment, qui sont les migrations de la pauvreté et qui vont bientôt devenir maintenant les migrations des réfugiés climatiques. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait comme réponse? On fait des murs. On fait des murs pour contenir les gens de l'autre côté, hein, ce qui est, à mon avis, d'un point de vue humain, extrêmement difficile à voir et à comprendre. Voilà. Et puis, il y a un truc qui m'apparaît aussi énorme, c'est Homo sapiens et lui-même. Hein, on cherche, faut qu'on soit pertinent tout le temps, faut qu'on gagne, faut qu'on soit devant, faut qu'on soit le plus gros mangeur de saucisses, faut qu'on soit le plus musclé, faut qu'on soit toujours dans la super performance. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Tout ça, ça crée des angoisses. Et là, pour moi, on est en train de vivre le choc de deux mythes. Hein, le mythe de Narcisse, hein, qui tombe amoureux de son image, hein, et qui oublie de regarder la belle Écho qui est devant lui et qui ne regarde que sa figure. Et d'ailleurs, dans toute la peinture du 19e et même avant, chaque fois qu'on représente Narcisse, eh bien, les orbites de l'image de Narcisse dans l'eau sont vides. C'est-à-dire qu'en fait, Narcisse regarde sa mort. Hein. Et puis, il y a le deuxième mythe, qui est le mythe de Sisyphe. Hein, voilà, je monte, j'atteins le sommet, et là, on dit, ah, tu as bien respecté tes objectifs, bien que ça ne soit qu'à 98%, voilà, je te donne une petite prime, et dès qu'on a la petite prime, le rocher descend, et on va renégocier des nouveaux objectifs pour l'année suivante, et tout ça, on va rechercher la performance. Hein, tout ça est créatrice d'énormément de frustration et de problèmes. On se sent mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à une floraison de coachs, c'est-à-dire des gens qui vont vous aider à être, hein, qui vont vous aider à être, puisque quelque part, on vous a entraîné à avoir. Là, maintenant, il va falloir des gens qui vous aident à être. Et donc, on a des coachs pour tout. On a un coach minceur, on a un coach muscle, on a un coach bien-être, on a un coach décor, on a un coach vacances, etc., etc. Et bien entendu, les coachs doivent avoir des coachs aussi. Hein, et c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce petit dessin de M. Devine, qui est, à mon avis, très, très drôle et qui résume très, très bien la situation. Voilà. Et puis, l'homme aussi se prend un peu pour Dieu, quoi. Hein, et là, on voit arriver les transhumanistes, hein, qui essayent de nous expliquer que c'est fantastique, que l'homme va dépasser, que maintenant la technologie va permettre à l'homme de se dépasser et qu'il va y avoir un être suprême, un être transhumain. Bon, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave quand l'homme commence à se prendre pour Dieu. Voilà. Et puis alors aussi, il y a quelque chose qui m'apparaît de manière intéressante, c'est tout ce sentiment de culpabilité que les politiques essayent d'instiller dans tout leur discours. Hein, c'est la culpabilité des hommes vis-à-vis de la dette, quoi. Hein, c'est-à-dire, chaque citoyen, on lui dit, regardez, la dette de l'État, c'est votre dette, etc. Et en fait, quand on se rend compte, et là, j'ai mis quand on se rend compte de l'ampleur du phénomène, on voit très bien si la dette, hein, si les États empruntaient directement, hein, aux banques centrales, eh bien, on aurait la courbe du bas. Hein, mais comme les banques centrales donnent de l'argent aux banques pour que les banques les prêtent aux États, eh bien, les banques se nourrissent, hein, des intérêts. Et là, vous avez des intérêts qui croient, qui sont, etc. Et ce que certains économistes appellent une dette illégitime. C'est-à-dire que cette culpabilité de la dette, c'est quelque chose qui embrume l'esprit des citoyens. Voilà. Et puis, bien entendu, Homo sapiens, c'est la politique.
Alors, Homo sapiens, c'est la politique. Et bien là, vous avez des phénomènes politiques que l'on voit apparaître. Hein. Et il y a un excellent ouvrage d'une chercheuse française, d'une jeune chercheuse française, Julia Cagé, hein, qui explique ça dans un bouquin qui se lit vraiment très très bien et qui est un bouquin scientifique. Hein. Il y a vraiment des belles démonstrations dedans. C'est le prix de la démocratie où dedans elle démontre que finalement les voix dans les démocraties les plus avancées simplement s'achètent comme on peut acheter des yaourts au supermarché. Alors tout ça, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Parce que le tableau que je trace est quand même noir. Hein, et bien entendu, vous verrez que je ne suis pas aussi noir que je veux bien le laisser entendre là. Alors d'où est-ce que ça vient tout ça? Eh bien, à mon sens, ça vient des années 70. Ça vient des années 70, c'est là que ça a commencé à déraper. Moi, je ne suis pas anticapitaliste, je trouve que le capitalisme n'est pas un système dramatique, c'est un système, s'il est bien géré, s'il est bien équilibré, c'est un bon système. En tout cas, c'est un système qui a prouvé que quand il était mené de manière libérale mais contrôlée, hein, arrivait à faire progresser l'humanité. Hein, mais dans les années 70, ça a commencé à déraper. Pourquoi? Finalement, c'est à cause de l'école de Chicago. Hein, c'est l'arrivée des ultralibéraux et du néolibéralisme, hein, représenté bien entendu par M. Milton Friedman. Hein, et Milton Friedman, très rapidement, il a eu des relais politiques, il a eu des chantres, hein, et dans ces chantres, bien entendu, il y avait Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Voilà, qui, dans la fin des années 70, début des années 80, ont mis en place toutes ces politiques qui reposaient sur une doxa. Et la doxa, elle était simple. Hein. Globalement, il n'y a pas de société. Il n'y a que des individus. Hein. Les individus n'agissent jamais pour le bien commun, ils agissent pour des intérêts particuliers. Ensuite, le bien commun n'existe pas. C'est la somme des intérêts particuliers. Dans la doxa, la morale, c'est l'affaire de l'Église, il n'y a pas de morale publique, non, il n'y a de morale que religieuse. La solidarité, oui, bon, la solidarité, oui, d'accord, c'est bien, mais bon, on peut le faire par la philanthropie ou alors par la charité. Et finalement, l'homme, vis-à-vis des ressources naturelles, on est là pour exploiter les ressources naturelles. C'est un devoir que l'on a. Si on le fait comme des cochons, c'est pas grave. Il y a la technologie, ça va réparer ça et on s'en sortira. La doxa 3, c'est qu'en fait, le marché, c'est le meilleur de tous les régulateurs. Hein, leave it to the market, disait Madame Thatcher. Hein, la gestion des entreprises, c'est l'alpha et l'oméga du bien-être des sociétés. C'est les entrepreneurs qui sont les meilleurs. Et puis, bien entendu, pour ça, c'est aux entrepreneurs de régir l'économie et les sociétés. Seule l'entreprise crée des richesses. Ça, c'est le vieux concept de la Arbeitgeber, c'est-à-dire c'est ce truc un peu protestant. Hein, je te donne du travail, tout ça pour éviter que tu n'ailles en enfer. Voilà, et donc tu dois m'être reconnaissant parce que je te permets de travailler pour t'éviter de boire, de forniquer, d'être paresseux, etc. Voilà, et bien là, vous voyez, tout devient marché. Le marché, les autoroutes qui étaient des investissements publics sont privatisés. La santé est devenue de plus en plus une opération marchande. Dans les hôpitaux, on facture à l'acte et il faut facturer. Hein, c'est, comme disaient les libéraux, il y a deux moyens de gagner de l'argent, plus vendre aux clients que l'on a ou gagner des clients. Voilà, il n'y a que deux manières. Et puis, bien entendu, la troisième chose, c'est que même on est arrivé à privatiser la guerre. Hein. La deuxième guerre d'Irak a été une guerre complètement privatisée. Et là, vous avez un excellent film qui s'appelle Vice, hein, qui est un film américain sur... c'était un petit joke sur Vice President, hein, donc le vice-président des États-Unis à l'époque, hein, qui était le président d'Haliburton. Hein, grande entreprise dans le pétrole et aussi dans les sociétés de mercenaires. Voilà. La doxa, c'est aussi, finalement, l'État est un empêcheur de tourner en rond. Hein, ce n'est qu'un centre de coût. Hein, et donc, il faut supprimer ça pour qu'il n'y ait pas ces taxes insensées. Cela dit, l'État, il doit garder quand même quelque chose. Hein, et sa principale responsabilité, c'est de garantir la totale liberté d'entreprendre.
avec des déréglementations le plus poussées possible. Et bien entendu, l'État doit défendre les intérêts de ses entreprises par tous les moyens. Et ici, je vous conseille la lecture d'un livre merveilleux d'un monsieur qui a vécu ça de manière, qui a vécu ça dans sa chair, le piège américain, la prise, le rapt d'Alstom par General Electric. Et puis ensuite, bien entendu, la doxa, c'est la réussite est avant tout matérielle, avoir plutôt qu'être. La redistribution, globalement, la redistribution, ça s'opère naturellement puisque c'est le concept du ruissellement de l'argent des riches vers les pauvres. Et finalement, ce qui pour moi m'apparaît le plus fort et c'est le plus dérangeant pour moi, c'est que la cupidité est finalement érigée en vertu. Greed is good. Et là, j'ai mis une image de cet acteur américain magnifique dans ce film sur Wall Street. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence, tout ça ? Selon moi, comme conséquence, ça a qu'on passe globalement du dromadaire au chameau. Et j'explique pourquoi. Je dis, voilà, ça c'était la répartition globale des revenus, de la richesse dans le monde. À gauche, les très pauvres, à droite, les très très riches, une courbe de Gauss. Et aujourd'hui, on arrive à quoi ? On arrive à avoir deux courbes qui se séparent de plus en plus. On a la courbe des pauvres qui s'éloigne véritablement vers la gauche, et la courbe des riches qui s'éloigne vers la droite. Et les gens disent toujours oui, mais tout ça, grâce à notre néolibéralisme, on a réussi à augmenter le revenu moyen dans les pays en émergence. Oui, le revenu moyen, mais pas le revenu médian. Le revenu médian, il baisse. C'est-à-dire que les gens qui sont au-dessus du revenu médian et les deux populations au-dessus du revenu médian ou en dessous du revenu médian, théoriquement, doivent être égales. C'est pour ça qu'on appelle ça un revenu médian. Eh bien, le revenu médian, il baisse. Il y a de plus en plus de gens qui sont en dessous du revenu médian. Voilà, je veux dire, le revenu médian est de plus en plus bas. Et tout ça, ça donne aux gens envie de sortir. Les gens comprennent ça. Et donc, ils ont envie de quitter tout ça. Ce qui nous a donné l'année dernière, et à la fin de l'année 18, on a eu des choses importantes en France et des incompréhensions totales. Il y a ici un clin d'œil. Et donc, derrière tout ça, on a de la défiance. La défiance se développe. Donc, on est dans un moment qui est véritablement difficile. Alors, est-ce qu'on peut changer ? Alors, la première chose, c'est d'où partons-nous ? Et là, un de mes amis très chers, Claude Penquin, m'a fait découvrir Marc Halévy il y a maintenant 5 ans, un peu plus, qui est un physicien et qui est aussi philosophe, qui est un homme qui doit avoir mon âge, et qui était un penseur qui m'a beaucoup intéressé. Alors lui, il dit que globalement, on est en train de vivre 5 ruptures. La première rupture, c'est la rupture écologique. On passe d'une société, d'une conception d'abondance à une pénurie des ressources. On a une rupture technologique, on passe du mécanique au numérique. On a une rupture organisationnelle, on passe du hiérarchique à l'organique. Une rupture économique, on passe du prix à la valeur, de l'investissement matériel à l'investissement immatériel. Et on vit aussi une rupture existentielle, de réussir dans sa vie. Quelque part, on veut réussir sa vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? La rupture écologique, c'est quoi ? S'il y a une disponibilité annuelle des ressources qui baisse tendanciellement, on pourrait voir ça un droit à tirer, notamment pour l'eau douce, les terres arables, les énergies fossiles, les métaux, les gènes, la biodiversité, et bien là, c'est ce que globalement on consomme de ces ressources. Et donc, quand la courbe ascendante croise la courbe descendante, eh bien, c'est qu'on consomme de plus en plus, au-delà de ce qu'on a, théoriquement, on aurait le droit de consommer. Et le croisement s'est opéré dans les années 2000. Donc, ça fait maintenant 20 ans que l'on consomme beaucoup plus que ce que l'on aurait le droit de consommer.
Voilà, la rupture technologique du mécanique au numérique. Hein, et là, je cite un autre auteur très intéressant qui est Pierre Giorgini, qui est, je crois, le recteur de la faculté catholique de Lille, qui a écrit un bouquin très intéressant en 2014 qui s'appelle La transition fulgurante. Il dit les 6 actants technologiques, c'est l'explosion de la puissance de calcul, l'individu connecté en temps réel, les agents et machines intelligents, je reviendrai dessus, hein, la réalité virtuelle augmentée, l'impression 3D et les nanosciences. C'est ça globalement qui est en train de faire la grande révolution technologique et bien entendu tous les réseaux. Alors, j'aimerais revenir un peu sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, à mon sens, racontent beaucoup de bêtises sur l'intelligence artificielle. Et là, je fais référence à Jacques Testard, qui est un scientifique que j'ai eu l'honneur de croiser quand j'étais tout jeune chercheur à l'INRA de Jouy-en-Josas. Lui était un peu plus âgé que moi et travaillait déjà sur la physiologie de la reproduction. Et c'était un très, très bon scientifique. Et c'était déjà quelqu'un qui était impressionnant par sa capacité à synthétiser les choses. Et Jacques Testard, globalement, je m'inspire un peu de lui, et je pense la même chose que lui là-dessus. Il dit, ben, voilà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est qu'une grosse puissance de calcul, avec une grosse mémoire. Hein, elle n'est pas capable d'émotion, elle n'est pas capable de créativité, elle n'est pas capable de peur, de jouissance, elle n'est pas capable d'altérité. Hein. Elle n'est pas capable de prendre des décisions dans des situations complexes, hein, là où ce n'est pas modélisable. Hein. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle ne nous a pas beaucoup aidés dans la lutte contre la maladie Covid-19. Hein. Elle n'est pas capable d'inventer des solutions. Hein. Elle remplace fondamentalement, elle veut remplacer le savoir par de l'information. Non, le savoir, c'est différent de l'information. J'en reviens aux 5 ruptures de Marc Halévy. La rupture organisationnelle, de la hiérarchie à l'organique, hein, de la pyramide au réseau, et bien entendu de la mécanique à la biologie. Voilà, la rupture économique. La rupture économique, c'est on va passer du prix à la valeur, de l'investissement matériel à l'investissement immatériel. Hein, voilà, le prix, c'est quand on ne veut pas payer et que l'usage des choses que l'on a, c'est un usage qui est relativement faible. Hein, ici, là, on va essayer de rechercher des valeurs, c'est-à-dire des choses où on est prêt à payer un peu plus, hein, parce que l'usage que l'on en fait est plus valorisant. La rupture existentielle, la dernière, réussir dans la vie, va passer à réussir sa vie, et je vous donne une image dont je passe. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme cohérence? Alors moi, je reprends des travaux de psychologues qui disent, voilà, pour un individu, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait, il y a ce qu'il est, hein, et la zone de congruence, c'est au recouvrement des trois. Hein, et plus cette zone est importante, mieux se porte l'individu, comme on dit moderne aujourd'hui, là, il est vraiment bien dans ses baskets, quand toutes ces 3 zones-là sont parfaitement en recouvrement. Mais on peut faire la même chose pour les entreprises. Hein, on peut regarder le discours officiel de l'entreprise, ce que l'entreprise dit d'elle-même. Hein, et là, on est renseigné sur l'image qu'elle veut donner. Ensuite, il y a les réalisations, c'est ce qu'on peut voir de l'entreprise, hein, ce que voient les gens, ce que vivent les gens dans l'entreprise. Hein, et la zone de recouvrement, d'ailleurs, c'est marrant, c'est les référentiels, les codes, les standards, les belles références, le pressbook. Hein. Et puis ensuite, il y a la troisième dimension, c'est la personnalité de l'entreprise, sa raison d'être, sa culture, son ambition. Hein. C'est ce qui anime le personnel, ce qui leur donne envie de travailler ensemble. Et là, on a 2 zones de recouvrement. Hein, entre les réalisations, les personnels, c'est les bons souvenirs vécus. Et puis là, c'est les mythes fondateurs, les belles histoires, les valeurs fantasmées. Mais au milieu, il y a aussi cette zone de congruence. Hein, c'est la zone de talent. C'est là où l'alchimie fonctionne vraiment bien. Et très souvent, quand on regarde les entreprises aujourd'hui, cette zone de congruence est quand même relativement petite. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Alors, on nous rabâche qu'on est en guerre. Hein, et là encore, dernièrement, pour le Covid, on a dit, voilà, on est en guerre. Non, on n'est pas en guerre. C'est passé. Moi, par exemple, je n'ai pas connu la guerre. Hein. Bon, quand j'ai fait l'IHEDN, je suis allé voir des lieux de guerre dans les Balkans. J'ai été vraiment très, 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 très impressionné. Et je me suis dit, oh là 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 là, c'est terrible ces choses-là. On n'est pas en guerre. Hein. Et puis de même, on essaie de nous dire, vous êtes en crise. Non, on n'est pas en crise. On n'est pas en crise. Quand on est en crise, généralement, quand la crise est finie, tout redevient comme avant.
Moi, je pense que non. Nous sommes dans une profonde mutation. Nous sommes dans une profonde mutation sociale. Et d'ailleurs, la pandémie actuelle, ce n'est qu'un accélérateur de la prise de conscience de cette mutation que nous sommes en train de vivre. Alors, d'après M. Halévy, voilà, on a une ancienne logique, un ancien paradigme qui est en train de partir, et on a un nouveau paradigme qui est en train de naître. Et là, on est dans une zone de turbulence. Et M. Halévy dit quelque chose qui est intéressant. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'historiens qui pourraient critiquer ça, mais je trouve que l'idée est intéressante. Il y a des logiques sociétales, notamment pour nos sociétés occidentales, européennes, qui se sont échelonnées dans le temps, et ça dure en général 500 ans. Les Grecs, la valeur cardinale, c'était la sagesse. Ensuite, il y a eu les Romains. La valeur cardinale, c'était l'ordre. Ensuite, il y a eu le haut Moyen-Âge, la valeur cardinale, c'était la foi. Ensuite, il y a eu la féodalité, la valeur cardinale, c'était le salut. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a une nouvelle 500 ans là, qui sont en train de finir, à mon avis, enfin surtout l'avis de Marc Halévy, qui dit que la valeur cardinale sur laquelle nous vivons maintenant depuis 5 siècles, c'est le progrès, la croyance absolument fantastique dans le progrès. Et donc, Marc Halévy dit l'ancienne logique est en train de disparaître, la nouvelle logique arrive, il y a une zone de turbulence. Elle a commencé dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, arrivée de l'école de Chicago, voilà le néolibéralisme. Et à mon avis, le néolibéralisme, c'est pour moi la maladie la maladie du capitalisme. Voilà, et qui fait rejeter par pas mal de gens le capitalisme, alors que finalement le capitalisme n'est pas un si mauvais système que ça. Mais le néocapitalisme, le néolibéralisme, lui, est un mauvais système. Voilà. Et donc on a une mutation tous les 500 ans. Nous vivons un monde à réinventer, c'est fantastique. Alors qu'est-ce qu'on recherche? On recherche du sens, et on sent qu'il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer de paradigme. Alors, on recherche de la sécurité, de la relation. On cherche surtout à savoir pourquoi on fait les choses. Et quand on discute avec des dirigeants d'entreprise, et notamment pendant ces périodes de confinement, tous disent voilà, moi je me pose cette question-là, pourquoi est-ce que je fais les choses? Voilà. Et peut-être qu'on pourrait passer d'une religion du progrès à une religion du bonheur. Et là, je voudrais rendre hommage à un de mes collègues d'HEC, qui est André Houssolet, et qui a beaucoup travaillé sur cette notion de bonheur. Alors, M. Halévy dit qu'il y a des réponses possibles. La rupture écologique, eh bien, il faudrait être plus... c'est la frugalité, faire moins, mais mieux. La rupture technologique, l'intellectualité, c'est garder le contrôle, pas se laisser des intelligences soi-disant artificielles qui nous domineraient. Non, il faut essayer de garder le contrôle. La rupture organisationnelle, c'est simple, l'organicité, passer dans des organisations qui sont un peu inspirées de celles du vivant. La rupture économique, eh bien, lui, il dit qu'il faut passer de la virtuosité, c'est-à-dire essayer de faire ce que personne ne fait, être virtuose. Donc, c'est exigeant. Et puis, la rupture existentielle, c'est la spiritualité, c'est-à-dire globalement se donner une bonne raison de faire les choses. Et moi, j'aime bien cette position de monsieur Halévy. Alors, quoi qu'il en soit, la mutation salutaire ne viendra pas des institutions. Et ça, j'en suis infiniment persuadé. Ce ne sont pas les hommes d'hier qui vont pouvoir nous faire évoluer demain. Elle viendra de l'agglomération de solutions locales. C'est pour ça que j'ai une grosse, confiance dans les PME, dans quelque chose qui est enraciné localement. Et c'est ces gens-là qui vont beaucoup réinventer. C'est les maires, les associations de loisirs, de culturels, etc., qui vont faire évoluer la société. Et l'entreprise, dans ces circonstances, est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Parce que finalement, je suis membre de la faculté adjointe d'HEC, donc je parle un peu de l'entreprise, et j'aime bien l'entreprise, parce que c'est très chouette l'entreprise. Alors, est-ce qu'elle a un rôle à jouer là-dedans? Alors, pour moi, il y a l'entreprise, elle a plusieurs définitions. C'est une réponse plus ou moins appropriée aux sollicitations mouvantes de l'environnement. Là, l'environnement,
c'est vraiment mouvant. Donc, il faut regarder un peu ce que l'environnement naturel, l'environnement social, l'environnement culturel, il faut le regarder bouger, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. L'entreprise, c'est aussi une construction anthropologique. Hein, ce n'est pas une mécanique, c'est un truc qui a été inventé par des gens qui ont décidé de travailler ensemble, dans le meilleur des cas. Hein, et donc, c'est une construction qui vit dans un environnement incertain. Et aujourd'hui, il est de plus en plus incertain, il est de plus en plus complexe. Et l'entreprise, finalement, c'est aussi un état de conscience. C'est-à-dire qu'aucune aucune entreprise ressemble à une autre. Hein, s'il y a des états de conscience, on a essayé de faire en sorte que toutes les entreprises puissent se ressembler. Non, les entreprises, elles ne se ressemblent pas fondamentalement. Hein, et il faut avoir conscience de l'entreprise avec cette notion de personnalité d'entreprise. Voilà. Cependant, il convient de laisser l'entreprise à sa place. Hein, l'entreprise, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la société. Hein, l'entreprise, c'est un important lieu de socialisation, c'est un lieu de vie, et comme tout autre lieu de vie, comme la famille, comme les associations, etc., ça apportera sa pierre à l'édifice de ce nouveau paradigme, de cette nouvelle société que personnellement j'appelle de mes voeux. Hein. Hier, quand on regarde les gros manger les petits, aujourd'hui, avec cette performance, etc., les rapides mangent les lents, moi je pense que demain, les humanistes conscients gagneront sur les cyniques péremptoires. Hein. Et là-dedans, on peut se demander un truc, mais les politiques, ils vont faire quoi? Alors là, vraiment, il y a une grosse question. Dans le pire des cas, les institutions vont se raidir, et vont permettre aux entreprises dominantes de prendre le pouvoir avec une certaine brutalité. Ça, c'est ce qui est décrit toujours par Naomi Klein dans un bouquin qu'elle appelle La stratégie du choc. Hein, où elle donne et elle décortique des événements politico-économiques de ces 50 dernières années, hein, qui nous montrent que de temps en temps, quand les populations sont sidérées, ont vécu des choses difficiles, eh bien, vous avez des grands groupes qui prennent le pouvoir et vous avez des politiques qui s'arrangent pour que ces grands groupes puissent le faire. Voilà, ça c'est le pire des cas. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que ça, en tout cas je le souhaite. Hein. Je pense que les institutions, elles devront essayer de reprendre la main, hein, et de permettre à des initiatives locales de prospérer. Et il faudra les protéger, ces initiatives locales, par des réglementations, par des textes de loi. Hein, et c'est comme ça que les États reprendront un peu leur pouvoir par rapport à des énormes organisations économiques internationales. Voilà. Je vais terminer avec deux citations. La première citation, c'est une citation d'Edgar Morin que j'aime beaucoup, hein, qui date, elle a une dizaine d'années. Hein. Une société ne peut progresser en complexité, c'est-à-dire en liberté, en autonomie et en communauté, que si elle progresse en solidarité. Et ça, c'est à 180 degrés de la doxade néolibérale. Et moi, je crois beaucoup dans cette réflexion d'Edgar Morin. Et finalement, je vais terminer aussi avec une citation d'Henri Bergson. Hein, c'est l'avenir n'est pas ce qui va arriver, c'est plutôt ce que nous allons faire. Hein, et je terminerai par In coda venenum. Hein, le commentaire que je fais, c'est nous n'aurons que la société que nous méritons. Donc, que ce soit les entreprises, que ce soit les salariés, que ce soit les citoyens, hein, dans la période actuelle où le confinement nous aura permis de réfléchir un peu, de donner du temps, mais nous aura aussi fait comprendre certaines difficultés et puis prendre conscience de la réalité, hein, et bien, quand tout ça va se terminer, hein, et bien, il va falloir qu'on s'occupe de notre avenir, il va falloir que nous investissions du temps et de l'effort et de l'énergie et de la réflexion, hein, dans le monde que nous souhaitons vivre dans les années à venir. Je vous remercie.